9h07, nous sommes en compagnie de Quentin Perroma, directeur général d'Assetfi MS. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler un petit peu des États-Unis. Vendredi, les chiffres de l'emploi ont été publiés, ont confirmé la vigueur de l'économie américaine. Alors, dans ce contexte, on estime que la Fed devrait relever peut-être plus tôt que prévu ses taux, même si elle va tout faire pour éviter un crash obligataire, hein, ce que beaucoup de gérants redoutent, et une envolée des taux longs. Quelles sont vos perspectives sur les marchés des taux? Alors nous, sur le marché des taux, effectivement, on voit les taux se relever progressivement. Après, ce qu'il faut voir sur les chiffres, alors les créations d'emplois ont été très bonnes, effectivement, les chiffres de vendredi étaient très bons. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est le travail partiel involontaire, c'est-à-dire donc aussi le taux, ce qu'on appelle le U6, donc qui prend en compte le travail à temps partiel involontaire. Et dans ce contexte-là, on voit que ce taux-là ne baisse pas significativement. Et la deuxième métrique que regarde beaucoup la Fed, c'est au niveau de la progression des salaires. Et on voit que la croissance reste relativement faible. Donc pour nous, on pense que le calendrier de la Fed ne va pas être avancé, en tout cas pour l'instant. Même si les chiffres, encore une fois, sont bons. On voit souvent qu'il y a une corrélation des taux longs européens et américains. Pensez-vous que avec ce déséquilibre qu'il y a entre les politiques monétaires de la BCE et de la Fed, pensez-vous que cette corrélation va se poursuivre? Alors effectivement, c'est très difficile. Là, on est vraiment dans une incertitude parce que on peut dire qu'on a un décalage de cycle entre les deux banques centrales et il est difficile de savoir si, en général, quand on a des hausses assez violentes sur le marché obligataire américain, des hausses de taux, significatives, on va dire, on voit quand même une certaine contagion sur le marché européen, à plus ou moins long terme, parfois avec des décalages. Et il est difficile de dire si, dans le contexte actuel de déflation ou de pression déflationniste plutôt sur l'Europe, il est difficile de dire si on va avoir une continuité dans ce décalage entre les taux européens et les taux américains. Alors, sur les obligations à yield, je vois que vous êtes gérant de différents fonds, notamment le fonds en gouvernance éthique moyen terme, Oui. qui regroupe plusieurs des obligations à yield, des obligations investment grade. On va parler un petit peu des obligations à yield, qui sont, je rappelle, donc des obligations émises sur les sociétés en retournement ou qui présentent un fort niveau d'endettement, ce qu'on appelait avant les junk bonds. Il y a eu une forte correction sur ce segment d'obligations à yield durant l'été, notamment les tensions géopolitiques, la croissance atone en Europe, le risque déflationniste qui ont poussé les investisseurs à alléger leur position spéculative. Qu'en est-il aujourd'hui de cette correction sur ces obligations? Alors c'est vrai que nous, au sein de notre fonds, on gère l'ensemble des classes d'actifs et plus particulièrement effectivement les fonds, le high yield et l'investment grade, l'obligataire. Sur cette classe d'actifs particulièrement, alors c'est vrai qu'aux États-Unis, on a connu une forte baisse sur cette classe d'actifs, une forte baisse, on est de l'ordre de moins 3% à peu près, du point bas au point haut. Ceci étant dit, on voit que corollairement à ça, on voit quand même un écartement assez important de ce qu'on appelle la prime de risque, donc c'est écarté de l'ordre de 1%. Donc en gros, maintenant, aujourd'hui, on est à peu près sur des rémunérations d'entre 5 et 6%, ça dépend à peu près en termes de portage. Donc on est quand même sur des rémunérations assez intéressantes. Donc pour nous, il est quand même, alors il est peut-être encore un petit peu tôt, parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui vont venir sur les mois qui arrivent, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle beaucoup de gérants se sont allégés sur certaines valeurs assez liquides pour pouvoir profiter de la prime d'émission sur ces nouvelles émissions. Donc nous pensons tout de même, compte tenu du rendement et compte tenu par exemple sur les États-Unis du climat macroéconomique assez porteur, on pense que c'est une classe d'actifs qu'il faut conserver dans le portefeuille. Mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est une classe d'actifs qui peut subir des perturbations. Et pour nous, il faut rester quand même sur des papiers plutôt liquides et donc plutôt vers le haut en termes de notation sur cette classe d'actifs. C'est-à-dire vers le haut? C'est-à-dire plutôt sur du double B, descendre un petit peu, mais par exemple du triple C notamment, sur les notations plus extrêmes, on a avoir des pondérations relativement faibles en fait. D'accord. Les obligations au rendement de maturité courte ont été prisées ces dernières années. Il semble qu'aujourd'hui, on revienne vers des maturités plus longues.
notamment vers les obligations investment grade dont vous parlez, qui sont des maturités supérieures à 5 ans. Est-ce qu'on peut dire que l'obligataire, même si, bon, vu le contexte macroéconomique, ce n'est pas forcément le marché le plus attractif, mais est-ce que l'obligataire reste tout de même attractif aujourd'hui? Alors, il est clair que l'obligataire fait encore partie des portefeuilles, des portefeuilles diversifiés et il y a encore un peu de rémunération et de portage intéressant dessus. Mais pour nous, à notre sens, il faut rester quand même sur des durations relativement faibles. Toujours, même sur l'investment grade, on peut avoir des papiers pas trop, avec des durations pas trop importantes. Typiquement sur l'investment grade, par exemple sur les États-Unis, où la duration est un peu plus importante en moyenne par rapport à l'Europe, on est un petit peu plus à l'écart parce que au niveau de la hausse des taux, on risque d'avoir des portefeuilles qui souffrent un peu plus. Donc dans ce contexte-là, on a un petit peu réduit l'allocation sur cette classe d'actifs. En revanche, sur des durations plus faibles, on a des portages qui restent quand même intéressants et effectivement de conserver une pondération suffisante dans le portefeuille pour nous est intéressante. Alors, en tant que vous êtes gérant chez Asset Fille MS, vous êtes le directeur général d'Asset Fille MS, mais vous gérez également des fonds. Qu'est-ce que vous recommandez en termes d'allocation d'actifs actuellement? Alors, on conserve donc pour on va dire la guerre, c'est d'aller chercher quand même un peu de rendement. Donc dans ce contexte-là, parce que comme vous l'avez mentionné, on a des taux très bas. Donc on a plutôt réduit quand même tout ce qui est dette d'État, que ce soit bien aussi bien Europe que US. Alors Europe, parce qu'on commence à arriver sur des planchers au niveau des taux. On commence à arriver très bas, même si on ne voit pas tout de suite les taux remonter. Sur les États-Unis, c'est un petit peu différent, c'est parce qu'on voit quand même une dynamique, et comme on l'a vu avec les chiffres macroéconomiques de la semaine dernière, il paraît quand même inévitable qu'on ait progressivement une remontée des taux. Donc dans ce contexte-là, on ne favorise pas cette classe d'actifs. En revanche, sur le crédit, c'est-à-dire les obligations d'entreprise, on est un petit peu plus positif parce qu'il y a un petit peu plus de primes de risque à aller chercher. On privilégie tout de même sur le high yield, plutôt le high yield américain que européen, parce que les rémunérations sont un petit peu plus attractives, le contexte macroéconomique est un petit peu plus positif. Sur le marché des actions, on a un petit peu baissé aujourd'hui la pondération parce que on a quand même, on l'a vu la semaine dernière, pas mal d'agitation sur le marché. Donc vu que nous, en plus nous dans notre allocation, on est calibré en volatilité, on a un petit peu réduit la pondération, sachant que on est légèrement plus positif sur les États-Unis malgré les valorisations un peu plus excessives que sur l'Europe parce que le contexte est plus favorable. Donc au final, là, vous êtes vraiment plus sur de l'obligataire que sur les actions. Oui, globalement, oui. Oui, alors après, tout dépend du niveau de risque qu'on met dans le portefeuille. Effectivement, on a un petit peu plus on a plus d'obligataires que sur le marché action. Sur pour donner un exemple, sur notre allocation flexi-prudent, où on peut aller jusqu'à 40% d'actions, on est aujourd'hui à 25%. Et à peu près équivalent entre légèrement plus, après, avec des secteurs défensifs, par exemple, sur l'Europe. Comme on a encore sur les secteurs pharmaceutiques, parce que c'était un secteur défensif et sur lequel il y avait pas mal aussi on va dire, d'agitation au niveau des M&A donc qui a quand même pas mal boosté le secteur, quoi. Donc vous êtes plutôt donc sur les obligations d'entreprise, plutôt américaines, c'est ça actuellement? Sur le high yield, oui. Pas sur l'investment grade, on est plutôt européen. D'accord. Alors quelle est la différence en fait? Pourquoi cette différenciation entre les deux? Parce que sur le high yield européen, qui peut être un petit peu plus chahuté, on va dire, dans un contexte macroéconomique plus difficile en Europe, on préfère le high yield américain, qui est quand même... La croissance d'entreprise est plus sûre. Voilà, parce qu'on voit quand même que sur les impacts, il y a des impacts plus négatifs. Après, sur l'investment grade, pourquoi? Parce qu'on a une sensibilité taux qui est plus importante sur ce type de papier. Et donc là, on préfère l'Europe parce qu'en Europe, on a une remontée des taux pour le moment qui n'est pas là. Donc on préfère rester sur une classe d'actifs. Et en plus, on est sur des durations qui sont légèrement inférieures sur l'investment grade. Alors tout dépend après la sélection qu'on fait, mais on va dire globalement, on est sur des durations un peu plus faibles sur l'investment grade, qu'on peut investir de manière plus significative sur des durations plus faibles sur l'Europe. Et en plus, on a cette dynamique qui n'est pas là et qui commence à apparaître sur le marché américain. Est-ce que vous allez également sur d'autres zones, notamment le Japon par exemple, ou d'autres pays Pour le moment, le Japon, cette année, on a réduit parce qu'on trouvait que la troisième flèche de Abe ne venait pas. Les réformes structurelles pour nous n'étaient pas suffisantes.
Aujourd'hui, on change légèrement d'avis sur le Japon, c'est-à-dire que on a l'impression que la BOJ va être, donc la Banque centrale du Japon va être obligée quand même de faire un effort. Et on va dire en choix tactique, ça pourrait être intéressant effectivement d'avoir un petit peu cette classe d'actifs sur le marché action. Mais pour le moment, on est à l'écart. Après, sur les pays émergents, on va dire on a évité nous tout ce qui était Amérique latine parce que du point de vue macro, on était plutôt négatif dessus. En revanche, sur l'Asie, bon, on a un petit peu revu, maintenant on est un petit peu moins positif. Avec, on voit quand même les chiffres qui ralentissent un petit peu sur la Chine notamment, et on a un petit peu réduit, mais on garde une pondération assez globale, on va dire, hein, sur la zone, sur l'Asie en action. Après, on continue à avoir une exposition sur la dette émergence, mais en devise dure, c'est-à-dire en dollars. On a évité pour le moment sur sur les devises locales, tout ce qui était dette émergente sur les devises locales, et on a plutôt laissé en fait une exposition dans nos portefeuilles au dollar. Oui, vous jouez cette thématique du dollar. Oui, en fait, depuis, alors on a un petit peu souffert avant, mais on a toujours, structurellement, on a un biais long dollar, et là qui a permis de bien protéger dans les phases un peu d'agitation récentes. Alors comment du coup vous jouez cette thématique du dollar haut? Alors, on continue, en fait, nous, très, très simplement, hein, en fait, il y a une bonne partie de nos actifs qui sont en dollars, et sur cette partie-là, on couvre que partiellement, en fait, notre risque sur sur cette partie-là. Aujourd'hui, sur un portefeuille flexi-prudent, on est autour de 10-12% d'exposition au dollar. Donc, ce qui a permis un petit peu, notamment, par exemple, sur le high yield américain, où on avait une petite exposition, de réduire les pertes, puisque la hausse du dollar a totalement compensé les baisses sur cette classe d'actifs. Très bien, merci beaucoup Quentin Perroma, directeur général d'Assetfi MS. On va marquer une courte pause et on